Mais du coup, je vais conclure cette table ronde en commençant par me présenter. Je m'appelle Axel Pliust-Bror. Je suis journaliste scientifique pigiste et je suis également engagée dans le mouvement antispéciste depuis 2014-2015. L'antispécisme, c'est un mouvement politique et c'est une philosophie morale qui s'oppose au spécisme. Le spécisme étant compris comme la discrimination, l'exploitation envers les animaux non humains, qu'on appelle communément les animaux tout court. Je suis également co-rédactrice en chef d'une revue qui s'appelle L'Amorce. L'Amorce est une revue en ligne contre le spécisme où on publie des réflexions politiques, des entretiens, des recensions de livres sur la question de la remise en question du spécisme. Donc pour ce numéro de la revue Mouvement, moi j'ai écrit un article qui s'appelle « Spécisme, abolir ne suffira pas ». Je vais un peu dérouler le raisonnement que je fais dans cet article, où en fait j'essaye de répondre à la question de à quoi pourrait ressembler une société interespèce, donc une société avec une communauté où vivent à la fois des humains et des non-humains, comme c'est déjà le cas actuellement. On vit déjà dans une société interespèce, même si on ne le conçoit pas forcément comme ça, mais il y a les animaux de compagnie, les animaux d'élevage, on interagit avec des animaux en ville, à la campagne, etc. Donc on est déjà dans une société interespèce, mais si on porte un projet politique qui prend au sérieux les intérêts des animaux, prend au sérieux leurs envies, leurs besoins, leurs volontés, leurs désirs, comment on organise la société, à quoi ressemblent nos institutions pour prendre en compte les intérêts des animaux. Donc voilà, à quoi ressemble une utopie antispéciste, une utopie interespèce juste. Et faut savoir que historiquement, les mouvements animalistes, les mouvements de défense des droits des animaux, ont surtout axé leur campagne et leur communication sur des enjeux d'abolition. C'est-à-dire, on veut abolir l'exploitation animale. Et c'est vraiment le message fort qui ressort, c'est on veut abolir l'élevage industriel, on veut abolir les pires formes de cruauté qui ont lieu dans l'expérimentation animale, dans la pêche, la chasse. C'est vraiment des campagnes d'abolition. Et la victoire antispéciste est vue comme une société sans exploitation animale. Et moi, évidemment, j'ai rien à redire de ces objectifs. Je pense effectivement qu'il y a énormément de pratiques qui traitent les animaux comme des moyens plutôt que comme des fins. Actuellement, dans nos sociétés, les animaux sont considérés comme des propriétés, pas seulement symboliquement, pas seulement dans les faits, mais juridiquement, les animaux sont des propriétés, c'est-à-dire en gros des objets, des marchandises qu'on peut vendre, qu'on peut détruire, qu'on peut... Voilà, il y a toute une organisation sociale, juridique, économique, culturelle qui fait qu'aujourd'hui les animaux sont exploités de diverses manières. Donc l'abolition, c'est vraiment la préoccupation principale des mouvements animalistes antispécistes. Et évidemment, c'est légitime et c'est urgent. Il y a voilà. Mais ce qui forme un peu l'angle de mon article, c'est que abolir ne suffira pas. Pourquoi ? Eh bien parce que si on imagine une société où l'exploitation animale n'existe plus, ça ne nous dit rien des modalités et des règles de vivre ensemble, de règles de collectivité qui permettraient que les autres animaux, les animaux non humains, fassent partie pleinement de la communauté politique, de la société, avec une forme de représentation de leurs intérêts. Et qu'en gros, une politique de non-nuisance à l'égard des animaux ne pourra pas suffire à faire société avec les animaux. Il faut faire un pas de plus, qui est de se poser la question de non seulement leur accorder des droits fondamentaux, de ne pas les tuer, ne pas les enfermer, ne pas les torturer, ne pas les nuire, mais aussi des droits positifs, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'ils puissent s'épanouir, comment faire en sorte que leurs préférences soient prises en compte et qu'ils puissent effectivement faire des choix, nouer des relations sociales selon leurs préférences, choisir leur lieu de vie, leurs conditions de vie. Donc il y a beaucoup plus que simplement ne pas souffrir. Donc ça, c'est un peu l'angle de mon papier.
Et ça, en fait, c'est un peu la réflexion qui a émergé en éthique animale depuis 10-15 ans, qu'on a appelé le tournant politique en éthique animale. Parce que pendant très longtemps, enfin historiquement ou disons classiquement, en éthique animale, on a eu des penseurs, je pense notamment à Peter Singer, qui est un peu considéré comme le père du mouvement antispéciste, même s'il y a évidemment une tradition beaucoup plus longue et étoffée. Mais disons qu'en 1975, Peter Singer sort un livre qui s'appelle La libération animale, qui a eu un écho absolument énorme, où il pose les bases éthiques, logiques, rationnelles de pourquoi le spécisme est injustifiable moralement. Et il propose, lui il a une vision utilitariste, voilà, en philo morale on a plusieurs types de vision morale, il y a l'utilitarisme, il y a la théorie des droits, il y a l'éthique des vertus, mais en gros Peter Singer propose de considérer tous les êtres sentients, c'est-à-dire tous les êtres qui ont des intérêts à défendre, tous les êtres qui ressentent des choses, du plaisir, de la souffrance, et bien faire en sorte que tous les intérêts des êtres sentients soient considérés de façon égale. C'est une vision égalitariste antispéciste, et en fait il ne va pas tellement se poser la question des droits différenciés en fonction des types d'animaux. Il va proposer une vision universelle où tous les êtres sentients ont droit à la même considération morale de leurs intérêts. Donc, si un humain, un cochon, une truite ont le même intérêt à ne pas souffrir, eh bien, moralement et politiquement, il faut répondre de façon égalitariste à ces besoins. On a aussi Tom Regan, qui lui n'est pas utilitariste, mais qui se positionne plutôt dans la théorie des droits, qui lui propose une théorie des droits fondamentaux universels c'est un peu l'équivalent des êtres sentients, il parle de sujet d'une vie, c'est-à-dire en gros tous les animaux qui peuvent se projeter dans le futur, voilà. Mais c'est à peu près équivalent à les êtres sentients sensibles. Et donc lui aussi il propose une grosse théorie, une sorte de fondement, un fondement pour le mouvement animaliste qui est des droits universels fondamentaux à ne pas souffrir, à ne pas être tué, à ne pas être exploité. Voilà. Et en fait, ces théories c'est une sorte de révolution en philosophie morale, une révolution dans les mouvements sociaux, mais le tournant politique en éthique animale, qui est plus récent, dit ok, on a une base très solide, universelle, mais ça ne va pas suffire. Et le problème avec ça, c'est que ça traduit une vision un peu simpliste de ce que sont les animaux. Et notamment, ça donne une vision un peu misérabiliste des animaux. C'est-à-dire, on voit les animaux seulement comme des victimes de l'exploitation animale, comme des êtres souffrants, des corps souffrants, voilà, qui subissent le spécisme et subissent tout ce que leur inflige à travers les institutions de l'exploitation. Mais en fait, on pourrait aussi voir les animaux, pas seulement comme des victimes, mais comme des individus qui ont un point de vue sur la façon dont leur vie devrait se passer, qui ont des préférences, qui ont des désirs, qui sont différents les uns des autres, qui peuvent avoir des relations sociales, donc une vision beaucoup plus complexe et beaucoup plus profonde de ce que sont les animaux. Et on n'est pas habitué à voir les animaux comme des êtres dotés d'une vie sociale, d'une vie émotionnelle, etc. Mais disons qu'il y a une forme de réhabilitation de ce que sont les animaux au-delà du fait que ce sont des victimes du spécisme. Et voilà, et donc depuis 10-15 ans, on a ce tournant politique en éthique animale qui, en plus des grosses théories fondamentales des droits, de l'égalité de considération des intérêts, va proposer une réflexion sur les droits politiques des animaux. Dans une société débarrassée du spécisme, débarrassée de l'exploitation animale, comment on s'organise pour que les animaux aient des droits politiques? Est-ce qu'il faut penser à une forme de représentation politique des intérêts des animaux? Est-ce que les animaux domestiques doivent être conçus comme des citoyens des sociétés dans lesquelles on vit? Donc voilà, il y a beaucoup de questions qui sont non plus seulement issues de la philosophie, parce qu'avant c'était surtout de la philomorale brute. Maintenant, on a beaucoup plus des sciences politiques, de l'urbanisme, de la géographie, du droit, beaucoup plus d'une diversité de disciplines pour penser
comment faire société avec les animaux, comment partager les ressources et les lieux avec les autres animaux qui vivent avec nous. C'est pas seulement plus tard, quand on aura aboli l'exploitation animale, on pourra vivre avec les animaux. Non, on vit déjà avec les animaux. Donc comment on s'organise pour prendre au sérieux leurs intérêts. Donc pour résumer un peu ce point-là, c'est que finalement, l'abolition de l'exploitation animale, ce n'est pas l'aboutissement du projet antispéciste. En fait, c'est le point de départ, c'est le strict minimum du projet antispéciste. Et il faut voir ça comme... je veux dire, c'est le strict minimum de ne pas tuer, de ne pas exploiter les animaux, mais finalement, ce n'est que le début de toute une réflexion politique sur comment organiser la justice interespèce. Évidemment, ça soulève beaucoup de difficultés. Parce que déjà, on vit dans une société qui n'a pas du tout, qui est humaniste au sens, souvent, je veux dire, avec tous ses côtés positifs évidemment, mais dans le milieu antispéciste, on parle beaucoup d'humanisme en tant que suprémacisme humain, c'est-à-dire c'est un anthropocentrisme, c'est une forme de communauté, un entre-soi humain, et en fait les animaux ne sont pas considérés comme des bénéficiaires de droits ou de simples considérations morales. Et en fait, on vit dans une société qui a tendance à négliger l'agentivité animale. L'agentivité animale, c'est tout simplement le fait que les animaux ont des points de vue sur ce qu'ils vivent, ont des points de vue sur la façon dont leur vie devrait se dérouler, et du coup, on pourrait recueillir leurs points de vue pour les intégrer dans l'organisation de la société. Oui, donc une des difficultés, c'est qu'on n'a pas l'habitude de voir les animaux comme des êtres politiques ayant un avis sur la façon dont leur vie devrait se dérouler. On a une vision assez misérabiliste de ce qu'ils sont, très réductrice. Et du coup, je pense qu'une première étape pour concrétiser l'utopie interespèce antispéciste, ça serait déjà de reconnaître l'agentivité animale, de s'intéresser à ce que souhaitent les animaux et de, très concrètement, penser à de nouvelles façons de représenter leurs intérêts. En gros, c'est d'utiliser l'agentivité des animaux comme une boussole politique pour réorganiser la société, les institutions, pour que la société soit moins spéciste. Comment concrètement on peut faire ça ? Seulement moins spéciste ou autre chose ? Eh bien, elle serait débarrassée du spécisme idéalement, en tout cas débarrassée de l'exploitation animale, une société antispéciste, une société égalitariste qui inclut les autres animaux dans ses réflexions éthiques et politiques. Il y a un ouvrage qui est emblématique de ce tournant politique en éthique animale qui s'appelle Zoopolis. Zoopolis a été publié en 2011, il a été coécrit par des philosophes canadiens et canadiennes, Sue Donaldson et Will Kiblika. Et Zoopolis, c'est vraiment une tentative d'essayer de décrire de façon assez concrète et pragmatique à quoi pourrait ressembler une société qui prend au sérieux l'agentivité animale et qui essaye d'inclure les animaux dans l'organisation sociale. Et l'ouvrage Zoopolis fait une distinction, une triple distinction entre d'un côté les animaux domestiques, donc les animaux de compagnie, les animaux d'élevage, c'est-à-dire tous les animaux qui sont issus du processus de la domestication, qui sont habitués à côtoyer des humains, voire même qui recherchent et qui ont un intérêt à vivre aux côtés des humains. Ensuite, on a les animaux sauvages, qui sont au contraire les animaux qui ne recherchent pas particulièrement de contact avec les sociétés humaines et qui bénéficient d'une forme de souveraineté dans leur propre communauté, dans la nature, ce qu'on appelle la nature. Et puis, élément un peu plus original dans Zoopolis, il y a ce qu'on appelle les animaux liminaires. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, mais les animaux liminaires, c'est un peu un entre-deux entre animaux domestiques et animaux sauvages. Ce sont les animaux qui vivent en ville, par exemple, donc les pigeons, les écureuils, les chauves-souris, les rats, les souris. C'est tous ces animaux qui bénéficient des structures et
des activités humaines, mais qui ne recherchent pas de relations intersubjectives avec des humains. Et donc, à partir de cette triple catégorisation des animaux, Donaldson et Klimka vont essayer de déterminer quel serait le statut politique le plus adapté à ces animaux et quel droit politique accompagnerait ce statut politique. Et donc, par exemple, Zoopolis propose le statut de citoyen pour les animaux domestiques, le statut de résident permanent pour les animaux liminaires qui vivent en ville, par exemple, et le statut de communauté souveraine pour les animaux sauvages. Donc, ce sont des concepts utilisés traditionnellement pour la politique humaine qui sont traduits dans la politique interespèce, ce qui soulève beaucoup de limites, beaucoup de difficultés. Il y a eu énormément de discussions suite à l'apparition de Zoopolis sur la pertinence et la possibilité de transposer comme ça les concepts humains à la politique interespèce, mais en tout cas c'est une des premières tentatives qui va aussi loin dans à quoi pourrait ressembler une utopie interespèce. C'est à peu près ce que je voulais dire. Oui, du coup, dans mon article, je reprends cette triple catégorisation et à chaque fois, j'essaye de voir en quoi je donne des exemples concrets de la façon dont l'agentivité animale peut nous donner des pistes sur comment réorganiser la société pour qu'elle soit plus juste envers les animaux. Dans le cas des animaux domestiques, je donne l'exemple des sanctuaires. Les sanctuaires jouent un rôle considérable dans le mouvement antispéciste puisque ce sont des lieux où sont accueillis des animaux qui sont issus de l'exploitation, ce sont des rescapés du spécisme, des animaux qui ont été sauvés des abattoirs, sauvés des élevages et qui sont accueillis dans ces lieux où on essaye de leur donner une nouvelle vie, où ils pourront ne plus être exploités et vivre de façon relativement paisible. Donc ce sont des sortes de laboratoires en fait où on peut essayer de voir à quoi ressemblerait une société interespèce où on vit avec des animaux sans les exploiter. Dans le cas des animaux liminaires, je donne l'exemple d'une association qui s'appelle Paris Animaux Zoopolis, qui agit principalement à Paris et qui essaye de proposer tout un tas de politiques urbaines pour faire en sorte que les milieux urbains soient plus accueillants pour les animaux qui ont choisi d'y vivre. Parce qu'on a tendance à voir les animaux comme étant incompatibles avec la ville. On perçoit les animaux comme étant soit dans le foyer, soit en élevage, soit dans la nature. Mais en fait, on oublie qu'il y a beaucoup d'animaux qui choisissent véritablement de vivre en ville parce que l'écosystème urbain leur donne des opportunités en termes d'abri, de nourriture, d'eau, etc. Donc comment on prend en compte leurs besoins dans l'aménagement urbain, dans les politiques municipales pour que leurs intérêts soient pris au sérieux. Et puis dans le cas des animaux sauvages, je pars d'un livre de Baptiste Morisot, qui est un philosophe surtout connu dans les milieux écolos, qui a écrit un livre qui s'appelle Les Diplomates, paru en 2016, dans lequel il développe une approche justement diplomate de nos relations avec les animaux sauvages, qui est fondée sur la négociation et surtout sur une connaissance éthologique de la façon dont les communautés d'animaux sauvages fonctionnent, pour faire que la régulation des conflits entre communautés humaines et communautés sauvages se fasse de façon pacifiée, diplomate, plutôt que violente et exterminatrice. Voilà, et en fait, tous ces exemples portent à croire que l'utopie antispéciste, c'est pas une fois qu'on aura aboli toute l'exploitation animale. En fait, il y a des poches d'utopie antispéciste qui sont déjà à l'œuvre dans les sanctuaires antispécistes, dans les campagnes de Paris Animaux Zoopolis, dans toutes les nouvelles politiques publiques animalistes qui sont mises en place. Ce sont des poches où l'agentivité animale est reconnue et où elle influence véritablement l'organisation de la société. Donc en fait, c'est pas l'abolition d'abord, l'utopie ensuite, il y a une forme de co-constitution qui fait que c'est grâce à
c'est grâce à ces poches d'utopie qu'on fait reculer l'exploitation, mais qu'il ne faut certainement pas se focaliser uniquement sur l'exploitation des animaux et reléguer dans un après la question de comment concrètement on vit avec eux, comment concrètement on prend en compte leurs intérêts aujourd'hui et maintenant.